Donc l'ADN, vous savez tous qu'il existe sous différentes formes, la forme A, la forme B et la forme Z. Mais la forme B, c'est la forme prédominante dans la nature. Et pour cette forme-là, l'ADN, il tourne dans un sens droit. Et chaque tour, il compte exactement 10,4 paires de bases par tour d'hélice. En fait, dans ces conditions-là, l'ADN est sous sa forme la plus stable, donc il est sans contrainte. Donc si on change le nombre de paires de bases par tour d'hélice, il devient instable. Donc ça, il faut vraiment le retenir. La forme prédominante, c'est l'ADN B, et l'hélice, c'est une hélice droite, et le nombre de tours de base par tour d'hélice, c'est, on va dire, 10, mais le chiffre exact, c'est la moyenne, c'est 10,4 paires de base par tour d'hélice. Donc, si vous avez un ADN qui est dans ces conditions-là, il est sans contrainte, et on appelle ça un ADN relâché. Donc cet ADN relâché, il est caractérisé par un nombre qu'on appelle le nombre d'enlacement. Donc c'est quoi ce nombre d'enlacement? C'est très simple. En fait, le nombre d'enlacement, c'est le nombre de tours que fait un brin autour de l'autre. C'est tout simplement le nombre de tours d'hélice dans la molécule d'ADN. Donc si vous avez un ADN relâché, et bien sûr, il contient 10 paires de bases par tour d'hélice, le nombre d'enlacements dans cet ADN relâché est égal au nombre de tours d'hélice. Okay. Pour calculer ce chiffre-là, on va juste prendre le nombre de paires de bases de la molécule d'ADN et diviser par 10, qui est le nombre de paires de bases partout. Donc, on va prendre l'exemple ici d'un ADN circulaire relâché qui compte 400 paires de bases. Puisque chaque tour d'hélice il mesure 10 paires de bases, donc le nombre de tours d'hélice dans cette molécule-là est 400 par 10, c'est 40. Le nombre d'enlacements est égal au nombre de tours d'hélice et c'est égal à 40. C'est comme si le brin d'ADN ici rouge tourne 40 fois autour du brin noir. Donc c'est ça le nombre d'enlacements, c'est le nombre de tours qu'un brin fait autour d'un autre. Maintenant, le nombre d'enlacements, s'il est égal au nombre de tours d'hélice, dans ce cas-là 40, l'ADN est relâché. Le problème c'est que lorsqu'on change le nombre d'enlacements, soit on le diminue, soit on l'augmente, l'ADN il devient contraint, donc il est sous contrainte. Pourquoi il est sous contrainte? Parce que le nombre de paires de bases par tour d'hélice devient supérieur ou inférieur à 10. Et on sait que si le nombre de paires de bases par tour d'hélice est 10, l'ADN est stable. Si le nombre est différent, soit supérieur, soit inférieur, donc l'ADN devient instable. Normalement, l'ADN, s'il a des extrémités libres, donc il peut relâcher la tension sans problème. Mais si les extrémités d'ADN sont fixées ou si l'ADN est fermé sous forme circulaire, donc la tension ne peut pas être libérée. Et c'est pour ça que l'ADN, pour regagner sa stabilité, qu'est-ce qu'il fait? Il va compenser la tension, il va adapter une structure en superhélice. On appelle ça un superenroulement. C'est quoi la superhélice? C'est une conformation tertiaire de l'ADN. Ça, c'est une topologie de l'ADN dans laquelle la double hélice tourne sur elle-même. Ça, c'est une vidéo qui va expliquer un petit peu ce phénomène de superenroulement. Dans cet exemple-là, vous avez un ADN circulaire relâché. Dans la double hélice, vous avez 10 paires de bases par tour d'hélice. Donc si l'ADN est coupé et un tour d'hélice est éliminé, le nombre d'enlacements va changer. Il devient réduit par un tour. Cet ADN-là, il devient instable et il va essayer de regagner sa stabilité et il va acquérir ou adapter une structure en super-enroulement. Le sens de la superhélice est toujours inverse du sens de la contrainte originale. On va expliquer ça tout à l'heure. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a réduit le nombre de tours par 1. L'ADN, qu'est-ce qu'il va faire? Il va adapter une structure en superhélice avec un tour de superhélice. Donc le nombre de tours de superhélice est égal au nombre de tours d'hélice ajoutés ou éliminés. Donc si vous avez un ADN avec 5 tours de superhélice, si on essaye de le dresser, on va voir que cet ADN-là, il manque 5 tours d'hélice. Donc si vous avez réduit le nombre de tours d'hélice par 5, vous aurez une superhélice avec 5 tours de superhélice. On a dit que le nombre d'enlacements est le nombre de tours que fait un brin autour de l'autre. Elle est exprimée par cette équation qui la met en relation avec deux composantes géométriques, T et W. T, c'est le nombre de tours d'hélice, et W est le nombre de tours de superhélice.
L est une constante topologique et elle reflète la topologie de la molécule d'ADN. C'est-à-dire dans une molécule d'ADN relâchée, une molécule d'ADN qui n'a pas de superengoulement et dans laquelle il y a 10 paires de bases par tour d'hélice, L est égale à T. En fait, dans l'ADN relâché, L et T, c'est pratiquement la même chose. L, c'est le nombre de tours que fait un brin autour de l'autre, et T, c'est le nombre de tours d'hélice. Donc, ils sont égaux. Et dans l'ADN relâché, il n'y a pas, bien sûr, de superenroulement, et donc le W est égal à 0. Maintenant, si L change, automatiquement, le nombre de tours d'hélice change, et le nombre de paires de bases par tour d'hélice, il va automatiquement changer. Il devient soit supérieur, soit inférieur à 10. Ça va causer une contrainte. Donc l'ADN va se retrouver dans une situation instable et il doit revenir à la normale. Il doit revenir à sa stabilité. Et pour faire ça, le chiffre 10, il doit être rétabli. Et ce chiffre-là, pour être rétabli, il faut que l'ADN adapte une conformation super engoulée en super hélice. Voyons maintenant comment le changement de L va induire la formation de la superhélice. Considérons cette molécule d'ADN circulaire relâchée. Pour changer L, par exemple ici dans ce cas-là, on va voir la réduction de nombre L. Pour réduire le nombre L, il faut couper l'ADN, soit un brin ou les deux brins, et il faut que le brin coupé tourne autour de l'autre brin intact et sera ressoudé. Soit une, deux ou trois fois, ça dépend du nombre de tours qu'on va réduire. Dans ce cas-là, l'ADN est coupé et il tourne une fois autour de l'autre. Voilà. Et dans ce cas-là, on a réduit un tour d'hélice. Donc, L a été réduit par un tour. Et l'ADN est ressoudé. Donc, vous voyez ici que localement, le nombre de paires de bases par tour d'hélice est bien supérieur à 10. Donc, l'ADN, il va se retrouver dans une situation instable. Et il doit regagner sa stabilité. Donc, il va essayer de rétablir le nombre de 10 paires de bases par tour d'hélice et ça va former une structure en superhélice. Donc, le nombre de tours de superhélice est toujours égal au nombre de tours d'hélice qui ont été réduits ou dans le cas contraire qui ont été augmentés par exemple. Ici, pour calculer W, en se basant sur l'équation qu'on a vue tout à l'heure, L est égal à T plus W, W est égal à L moins T. Prenons l'exemple de la molécule d'ADN relâchée de 400 paires de bases. Donc, on peut calculer les différents paramètres L, T et W. Puisque c'est une molécule d'ADN relâchée, le nombre L, qui est le nombre de tours qu'un brin fait autour de l'autre, c'est tout simplement 400 paires de bases divisé par 10. 10 paires de bases par tour d'hélice. Ça va donner 40. T, qui est le nombre de tours d'hélice, c'est aussi 40. Et W, c'est 0 parce qu'il n'y a aucun superengoulement. Donc, si cette molécule d'ADN-là a subi un changement de nombre L, d'accord? Donc, on a réduit le nombre d'enlacements L. Dans ce cas-là, on a réduit 4 tours d'hélice. L, il devient 36. Donc, il est inférieur à 40. Et automatiquement T, parce que T, c'est le nombre de tours d'hélice, c'est automatiquement 36 aussi. Et à ce moment-là, il n'y a pas encore formation de superhélice, donc W est égal à 0. Donc ça, c'est une situation sous tension. L'ADN, il est sous tension, il n'est pas stable. Il doit revenir à la stabilité. Et pour faire ça, il va adapter une structure superenroulée. Donc, vous voyez qu'il y a formation d'une superhélice. Donc, le T, il redevient 40, parce que 40, ça correspond à 10 paires de bases par tour d'hélice. W, maintenant, c'est moins 4, parce qu'il y a formation, là, on a réduit 4 tours d'hélice, et le nombre de tours de superhélice, il est égal à moins 4. 1, 2, 3 et 4. Et L, c'est toujours 36. Donc là, c'est un ADN super enroulé et il a été formé parce qu'il y a eu réduction de chiffre L. Donc,
Entre la molécule ici et la molécule ici, donc entre la molécule relâchée et la molécule super enroulée, il n'y a aucune différence à part la topologie, à part la conformation spatiale. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des topo-isomères. C'est quoi les topo-isomères? Ce sont deux molécules d'ADN qui ont la même taille, 400 paires de bases, 400 paires de bases. Elles ont la même séquence nucléotidique. La seule différence, c'est la conformation spatiale. Et cette conformation spatiale-là, elle est changée à cause du changement de nombre L. C'est pour ça qu'on a dit que L, c'est une constante qui caractérise la topologie de la molécule d'ADN donnée. Donc, dans l'ADN relâché, L est égal à 40, et dans l'ADN super enroulé, L est égal à 36, dans ce cas-là. Dans la cellule, la chose qui est capable de changer la topologie de l'ADN, de le convertir de l'ADN relâché à l'ADN super enroulé, il s'agit d'enzymes qu'on appelle les topoisomérases. Donc les topoisomérases sont des enzymes qui sont capables de couper l'ADN et de changer le nombre d'enlacements et de ressouder les brins d'ADN et de convertir une conformation à une autre. Il est important de préciser que une fois les deux brins d'ADN soudés, L reste constant, il ne change pas, même si T et W changent. Afin d'expliquer cette idée, nous allons prendre un deuxième exemple d'une molécule d'ADN à l'état relâché qui a un nombre d'enlacements de 36. Le nombre de tours d'hélice T est 36 aussi et W est 0, parce qu'il n'y a pas de tour de superhélice. Lorsque une topoisomérase vient et coupe l'ADN ici et réduit le nombre de tours d'hélice et ressoude après les brins d'ADN, on aura un ADN super enroulé. Dans cet exemple-là, la topoisomérase a réduit le nombre L de 36 à 32. Donc, elle a réduit 4 tours d'hélice. Automatiquement, l'ADN, il va s'adapter en structure super enroulée avec 4 tours de superhélice. On va voir maintenant que si l'ADN n'est pas coupé une deuxième fois, c'est-à-dire qu'il reste intact, le L, il reste toujours constant, même si T et W changent. Donc, là, vous avez la même molécule ici, avec L 32, T 36 et W-4. Ça, c'est une molécule d'ADN super enroulée. Si vous essayez de la dresser, c'est-à-dire de l'aplatir dans un plan, vous allez avoir une variation de T et de W, mais pas de L. Donc, si vous essayez de dérouler sans couper l'ADN, le L reste toujours constant, alors que T et W, ils vont changer. Il existe deux types de super-enroulement selon la nature de la contrainte. Premièrement, la contrainte issue d'une augmentation de nombre d'enlacements va engendrer un ADN surenroulé, c'est-à-dire que le nombre de tours d'hélice a été augmenté. Pour arriver à ça, il faut qu'un brin d'ADN soit coupé et que l'extrémité libre soit passée à travers le brin intact à droite, puis l'ADN est soudé. Ça va resserrer l'hélice d'ADN qui est à l'origine une hélice B droite. Pour compenser la tension créée par l'augmentation du nombre de tours d'hélice, la double hélice, bien sûr, va tourner autour d'elle-même à gauche. Remarquons que le sens de la superhélice est toujours l'inverse du sens de la contrainte. On appelle ça aussi un superenroulement positif car il a été causé par l'augmentation du nombre L et si vous essayez de calculer W, il va avoir une valeur positive. Le deuxième type de superenroulement, il est causé par une diminution de nombre d'enlacements. Si le nombre d'enlacements diminue, on obtient un ADN sous-enroulé. Le nombre de tours a été réduit. Pour réduire le nombre de tours, il faut toujours couper l'ADN et prendre le brin d'ADN coupé et le faire passer à travers le brin intact à gauche. Donc si la double hélice à l'origine elle est droite et si vous tournez maintenant à gauche, vous allez dérouler l'ADN. L'ADN va adapter bien sûr une structure super enroulée. Et cette hélice-là, cette super hélice, elle va avoir un sens droit. Et on appelle ça un super enroulement négatif parce que le nombre d'enlacements a été réduit
et W aura une valeur négative. Le superenroulement n'est pas uniquement observé dans les molécules d'ADN circulaires, mais aussi dans les molécules d'ADN linéaires à extrémité fixée. On observe aussi les superenroulements dans la cellule lorsque les deux brins d'ADN sont séparés, comme dans le cas de la réplication ou la transcription, où un superenroulement va se former en aval de soit la forge de réplication ou la machinerie de transcription, et ce superenroulement-là va poser problème, et bien sûr la solution elle sera apportée par les enzymes qui sont capables d'éliminer ces superenroulements qui sont les topoisomérases. Donc les topoisomérases sont des enzymes qui sont capables de modifier la topologie de l'ADN, donc elles sont capables de modifier le nombre d'enlacements. Et ces enzymes-là sont capables soit de créer ou d'éliminer les superenroulements. Elles peuvent faire les deux réactions. Il s'agit d'enzymes qui sont capables, bien sûr, pour changer le nombre L, elles doivent être capables de couper l'ADN et après de ressouder l'ADN. Il existe deux types de topoisomérases. Les topoisomérases de type 1 coupent un seul brin d'ADN. Ces enzymes-là sont capables d'introduire les superenroulements, comme dans ce cas-là. Donc l'enzyme, elle coupe un seul brin d'ADN, et le brin coupé, ici au moins, il est passé à travers le brin intact, et après ressoudé. Là, on voit qu'il y a eu réduction d'un tour d'hélice. De type 1, elles sont aussi capables d'éliminer les superenroulements. Donc dans ce cas-là, nous avons un ADN sous-enroulé. Donc normalement, il est superenroulé négativement. Donc l'enzyme, elle peut couper l'ADN, un seul brin d'ADN. Elle va prendre le brin coupé et le passer à travers le brin intact et après ressouder. Et dans cette situation, elle a éliminé le superenroulement négatif. Le deuxième type d'enzymes sont les enzymes topoisomérases de type 2. Ces enzymes-là, elles coupent les deux brins d'ADN. L'importance de ces enzymes-là, elle réside principalement lors de la réplication des chromosomes circulaires, comme les chromosomes bactériens et les plasmides. Donc, lorsque le chromosome circulaire est répliqué, après réplication, on obtient deux molécules d'ADN qui sont entremêlées. On appelle ça des caténanes. Donc, il faut séparer les deux molécules. Et pour faire ça, il faut couper une des deux molécules. Il faut couper les deux brins. Et après, séparer les deux molécules et ressouder. On appelle ça la décaténation. Et les enzymes qui sont capables de faire ça sont des topoisomérases. Maintenant, on va voir l'implication du superenroulement dans la cellule. Donc, quelle est l'importance et la signification du superenroulement de l'ADN dans la cellule vivante. Il faut savoir d'abord que dans la cellule, l'ADN est superenroulé négativement. Parce qu'on a parlé avant, on a dit qu'il y a deux types de superenroulement, positif et négatif. Quel est le type de superenroulement qu'on rencontre dans la cellule? Bien sûr, c'est le superenroulement négatif. Pourquoi on a besoin d'avoir ce type de superenroulement? Rappelons que le superenroulement négatif, il a été obtenu par une tension qui a créé un sous-enroulement de l'ADN. Donc l'ADN superenroulé négativement, c'est un ADN sous-enroulé. Donc, et l'ADN sous-enroulé, il est plus favorable pour les phénomènes ou les mécanismes de réplication et de transcription. Donc, parce qu'il est tout simplement plus facile à ouvrir. Ça, c'est la première importante de superenroulement, c'est faciliter les phénomènes de transcription et de réplication. L'ADN superenroulé peut s'organiser en deux structures dans la cellule, donc soit la structure splectonémique ou la structure toroïdale. La structure splectonémique, c'est une structure dans laquelle l'hélice elle tourne autour d'elle-même. Et le deuxième type de structure connectée, c'est ce qu'on appelle la structure toroïdale, dans laquelle l'hélice elle tourne au lieu de tourner autour d'elle-même, elle tourne autour d'une matrice protéique. Et ça, c'est très important pour la condensation de l'ADN.